Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc aujourd'hui poursuivre sur la question des métaphores et l'approche des métaphores en linguistique cognitive selon Lakoff et Johnson, qui est donc, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, la référence la plus classique, la plus courante sur le sujet. Alors, je ne vais pas rappeler tous les détails, mais je vous rappelle simplement les exemples que nous avons examinés comme étant des exemples typiques de métaphores conceptuelles qui sont donc des métaphores au sens conceptuel, je le précise bien, et non pas des métaphores au sens habituel de la rhétorique ou des études littéraires. Donc, une façon de penser, hein, c'est une propriété de notre système conceptuel qui est constituée d'une manière métaphorique. Donc le premier exemple qu'on avait vu, c'était Love is a Journey, donc l'amour est un voyage, donc, où l'amour est métaphorisé comme un voyage. On le reverra plus tard à partir du concept de frame. En réalité, vous vous souvenez, Lakoff décrivait décrivait une structure du concept de voyage en disant qu'il y a des personnes qui voyagent, un véhicule, un trajet, une destination, etc. Et puis, il établissait un parallèle, donc un mapping, hein, comme on dit en anglais, et là où on n'a pas tellement de traduction en français pour ce mot, enfin tout au moins de traduction stabilisée. Il faisait un mapping avec la relation amoureuse, l'amour, qui elle aussi se déroule selon un certain temps, implique des protagonistes, a éventuellement des buts existentiels, etc., etc. Et on reverra plus tard qu'en réalité, ce qui est présenté ici à date ancienne, hein, dans les années 80, sous forme simplement de la structure métaphore conceptuelle, va être vu plus tard sous la forme d'un mapping entre des frames, c'est-à-dire entre des cadres conceptuels, le frame étant en fait cet ensemble d'éléments qui décrit un concept. Par exemple, donc, pour le voyage, le fait que le concept de voyage inclut l'idée qu'il y a un véhicule, une destination, des participants au voyage, etc., etc. Tout ça, ce sont les éléments d'un frame et on le reverra plus tard, donc, lorsque on examinera ce concept. Donc ça, c'était le premier exemple, l'amour est un voyage. Le deuxième exemple qu'on a vu, c'est la discussion, c'est la guerre. Donc encore une fois, l'idée n'est pas forcément de retrouver dans des textes cette phrase, la discussion c'est la guerre, hein, on n'a pas besoin, on n'identifie pas ce type de métaphore conceptuelle en trouvant dans un texte que quelqu'un dit la discussion c'est la guerre. Simplement, on parle de la discussion en termes de guerre. Et ça n'est pas tellement, et le fait qu'on parle de la discussion en termes de guerre, en disant par exemple, il a attaqué mes arguments, j'ai défendu ma position, etc. Ce qui compte là n'est pas seulement le fait qu'on en parle ainsi, mais le fait qu'on en parle ainsi soit révélateur de cette conceptualisation de la discussion en termes d'une guerre. C'est-à-dire que les observations linguistiques qui correspondent à ces concepts métaphoriques sont simplement des indices d'une structuration conceptuelle qui est, au fond, alors je n'ose pas dire pré-linguistique, mais qui n'est pas indexée par des expressions linguistiques particulières. On pourrait d'ailleurs inventer des métaphores conceptuelles originales on pourrait inventer des expressions linguistiques originales pour une métaphore conceptuelle donnée. Par exemple, pour la discussion, c'est la guerre. Bon, on trouve dans le lexique des choses comme vos affirmations sont indéfendables, il a attaqué mon argumentation, etc. Mais on pourrait très bien dire je me suis bagarré contre son argumentation, même si ce n'est pas très courant, on le comprend parce qu'on a ce schéma conceptuel. Et puis le dernier exemple que nous avions vu, c'était Time is money, donc l'idée que le temps c'est de l'argent.
qui se traduit par toutes sortes d'expressions comme perdre son temps, etc. etc. Et j'avais terminé en faisant remarquer que si ces métaphores conceptuelles semblent assez universelles, dans certains cas, bon, elles ne sont pas toujours, dans certains cas, elles ne sont pas universelles, elles peuvent être propres à une culture. Et ça, c'est un point important qui rejoint une remarque que j'avais déjà faite au premier semestre sur cette approche de la linguistique cognitive. Ça n'est pas parce que la linguistique cognitive cherche à ancrer les descriptions linguistiques sur le fonctionnement de l'esprit humain qu'elle est nécessairement universaliste. Hein. Certes, nous avons tous des cerveaux configurés grosso modo de la même façon, puisque nous sommes tous des êtres humains, quelles que soient les cultures dans lesquelles nous vivons. Mais les structurations conceptuelles peuvent varier, bien sûr, hein, d'une culture à l'autre, voire d'un individu à l'autre, mais il y a des constantes. Donc il y a des constantes et des variations. Alors, le point aujourd'hui que je voudrais aborder pour poursuivre l'analyse de ces métaphores conceptuelles, c'est l'idée importante, en particulier dans le cas de l'usage politique, ou plutôt de l'usage manipulatoire des métaphores conceptuelles, c'est ce que Lakoff appelle la mise en œuvre et la mise en valeur et le masquage dans la systématicité métaphorique. Alors, en fait, l'idée, ça va être tout simplement de dire que, certes, une métaphore, elle fait voir quelque chose dans les termes d'autre chose. Elle fait voir l'amour comme un voyage, elle fait voir la discussion comme la guerre, etc., etc. Mais en faisant cela, elle masque certains aspects de la réalité. Donc, chaque fois qu'on fait apparaître quelque chose d'une certaine façon, on masque d'autres aspects. Alors, je vous ai mis ici cette citation qui reprend cette idée, hein, la systématicité, la véritable systématicité qui nous permet de comprendre un aspect d'un concept dans les termes d'un autre. Par exemple, comprendre la discussion comme la guerre, va nécessairement cacher d'autres aspects du concept. Et c'est cela, au fond, qui va être mis en œuvre dans l'usage à des fins de manipulation de la métaphore conceptuelle, hein, parce qu'on veut masquer certaines choses. Alors, un exemple que prend Lakoff, c'est ce qu'il appelle la métaphore du conduit, qui vient d'un certain Michael Redding. Alors, la métaphore du conduit, c'est simplement l'idée que les idées, les significations, etc., sont vues comme des choses qui sont transmises d'une personne à l'autre à travers, comme un tuyau, un conduit, etc. Quand je parle à quelqu'un, je véhicule cette métaphore que je dispose d'une signification ou d'une idée, hein, comme d'un objet, je l'envoie dans un conduit, dans un tuyau, et une personne à l'autre bout du tuyau ou du conduit reçoit la signification ou l'idée ou la pensée que j'ai émise. D'accord ? Alors, c'est une métaphore conceptuelle que l'on trouve dans beaucoup d'expressions, comme, bon, je vais prendre, là je vous ai mis les expressions en anglais et les expressions en français, mais elles sont relativement parallèles. Je t'ai donné cette idée, I gave you that idea. Là, it's hard to get that idea across to him. Donc là, on voit bien cette idée de faire passer une idée, hein, donc un peu comme une chose qui passe d'une personne à une autre. Il est difficile de mettre mes idées, bon, là on a traduit en français sur le papier plutôt qu'en mots, mais littéralement en anglais c'est put my ideas into words, etc. Donc vous avez toutes sortes d'expressions qui montrent que nous avons tendance à conceptualiser la communication langagière sous la forme de cette métaphore du conduit. Hein. Bon. Seulement le problème, c'est que cette métaphore du conduit masque une idée importante en linguistique, qui est que, dans certains cas, certes, les mots et les expressions
ont un sens en eux-mêmes et il suffit de le recevoir, mais dans de très nombreux cas, c'est une chose tout à fait ordinaire dans les pratiques linguistiques, le sens de départ, si vous voulez, d'une expression ou d'un mot ne suffit pas à interpréter la phrase. Le contexte et le locuteur jouent un rôle essentiel. Alors, par exemple, si je prends ces deux exemples que donne Lakoff, alors le premier exemple, c'est un exemple caractéristique de métonymie. Hein, vous imaginez, alors la phrase est « Veuillez prendre le siège au jus de pomme ». Alors ça veut dire quoi? C'est il faut imaginer une table et puis il y a des chaises disposées devant la table et puis il y a une place devant laquelle une place à laquelle il y a un jus de pomme, donc il y a une chaise où lorsqu'on s'assoit, on est devant le jus de pomme. D'accord? Donc c'est ça, le siège au jus de pomme. Hein. J'aurais pu donner l'exemple aussi qui est très courant, très utilisé, l'omelette est partie sans payer. Hein, c'est la même chose, c'est une métonymie, c'est-à-dire c'est un serveur dans un restaurant qui ne connaît pas du tout le nom des clients. D'accord? Donc si quelqu'un est parti sans payer, le serveur va pouvoir désigner... Comment le serveur va-t-il pouvoir désigner cette personne à son patron, par exemple? Il va dire c'est la personne qui avait pris une omelette, elle est partie sans payer. Donc on peut utiliser, c'est très courant, une métonymie dans ce cas-là, l'omelette est partie sans payer. Bon. Donc dans ce cas-là, évidemment, le rôle du contexte est important. Hein. Évidemment qu'on ne comprend pas, si on prend juste le sens de omelette, le sens, disons, lexical de omelette ou le sens de jus de pomme, le siège au jus de pomme, on ne peut pas comprendre. Donc là, c'est une expression dont la compréhension fonctionne selon un modèle dont la métaphore du conduit ne rend pas compte. Parce que là, il n'y a pas seulement une idée au départ et une idée à l'arrivée. Il y a une reconstruction de la signification par l'interlocuteur qui tient compte du contexte. Un autre exemple, we need new alternative sources of energy. Donc, on a besoin de sources d'énergie alternatives. Alors, Lakoff commente en disant, évidemment, de nouvelles sources d'énergie, c'est ambigu parce que ce sera différent pour un mania du pétrole, le président de Mobil Oil, par exemple, et puis pour des écologistes. Hein. Donc là, en fonction des interlocuteurs, on ne comprendra pas source d'énergie forcément de la même manière. Donc la conclusion, c'est que la métaphore du conduit ne convient pas au cas où un contexte est exigé pour déterminer si une phrase a une signification et de quelle signification il s'agit. Donc ça montre, c'est un exemple qui sert simplement à montrer que une métaphore conceptuelle, aussi prégnante qu'elle soit, parce que malgré tout, cette idée que lorsqu'on parle, on ne fait que faire passer des significations de la tête du locuteur à la tête de l'interlocuteur, hein, c'est quand même une métaphore extrêmement prégnante, cette métaphore du conduit. La plupart du temps, dans les représentations de la linguistique spontanée, hein, c'est-à-dire la façon dont les gens spontanément théorisent le langage qu'ils parlent, la langue qu'ils parlent, pardon, c'est une métaphore très usuelle, très habituelle, et on n'y prend même pas garde. Hein. Eh bien, cette métaphore, malgré tout, elle masque un certain nombre d'aspects qui sont ici mis en évidence. Bien. Alors, on y reviendra plus tard parce que je donnerai des exemples de Lakoff d'utilisation, d'analyse politique utilisant la notion de métaphore conceptuelle ou de frame. Mais cette idée qu'avec une métaphore, on masque certaines réalités, on masque certains aspects de la réalité, c'est évidemment quelque chose qui est très utilisé dans le discours politique. Alors maintenant, je passe à un autre point qui est la typologie proposée par Lakoff des métaphores conceptuelles, hein, puisqu'il distingue différentes catégories de métaphores conceptuelles.
La première catégorie, c'est celle qu'on a vue. Hein. Il l'appelle la métaphore structurelle. Donc les exemples du type « l'amour est un voyage »,« la discussion c'est la guerre », etc. sont, pour Lakoff, des métaphores structurelles. Donc un concept est métaphoriquement structuré selon un autre concept. Bien, ça, je n'insiste pas. C'est celle qu'on a vue, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on reverra un petit peu la question plus tard sous l'angle des frames, c'est-à-dire des cadres conceptuels. Ensuite, la deuxième grande catégorie, c'est la métaphore d'orientation. Hein, on va voir que ces métaphores d'orientation, elles organisent des concepts à partir de paramètres spatiaux. Elles organisent des concepts à partir de paramètres spatiaux, le haut, le bas, etc. Et puis ensuite, troisième grande catégorie, les métaphores ontologiques, qui permettent de comprendre nos expériences en termes d'entité et de substance. Par exemple, là, juste avant de venir au cours, j'étais avec un groupe de doctorants qui expliquaient l'état de leurs recherches, et l'un d'eux travaille sur les métaphores noétiques, c'est-à-dire les métaphores conceptuelles des opérations de pensée. Et donnait des exemples comme le verbe appuyer, s'appuyer. Hein, alors bien sûr, ça a un sens physique, s'appuyer sur un mur, sur une chaise, sur une table, etc. Mais très souvent, on va s'appuyer sur une idée, s'appuyer sur quelque chose de très abstrait. Hein. Si je dis que j'appuie mon argumentation sur le texte d'un tel, je transforme quelque chose qui est de nature abstraite en quelque chose de concret. Hein, pour que je puisse dire que mon idée s'appuie sur une autre idée. Et ça, c'est extrêmement courant également. On a beaucoup de mal à parler de choses abstraites en termes abstraits, uniquement avec des mots abstraits. Hein. On utilise des métaphorisations qui aboutissent à traiter des entités et des substances pour parler d'expériences qui sont abstraites. Alors, on va voir d'abord les métaphores d'orientation. Donc, les métaphores d'orientation, je le disais, elles organisent des systèmes de concepts entre eux selon des paramètres spatiaux. Alors, le premier exemple très facile, c'est le bonheur est en haut, la tristesse est en bas. Et on le voit bien avec des expressions, là j'ai pris les expressions en français, je suis aux anges, donc je précise pour les étudiantes étrangères qui peut-être ne connaissent pas l'expression, ça veut dire être très heureux, être aux anges, bon c'est de la phraséologie, hein. Je suis aux anges, ça m'a remonté le moral, il ne faut pas te laisser abattre, penser à elle me donne le vertige, bon là c'est plus ambigu dans l'interprétation, mais je suis au 7e ciel, hein, c'est-à-dire là aussi, très heureux. Je me sens en chute libre, je suis déprimé. Donc, voyez que dans toutes ces expressions, il est présupposé que quand ça va vers le haut, ça va vers le bonheur, la joie, etc. Quand ça va vers le bas, ça va vers la tristesse. Alors, voilà, en anglais, on a le même genre de choses. I'm feeling up, my spirits rose, etc., etc. Alors, si on prend le problème sous l'angle lexical et que vous regardez précisément ce que signifie le verbe déprimer en français, le sens de base du verbe déprimer, c'est bien l'idée d'enfoncer, affaisser. Hein. Déprimer, c'est déprimer les côtes de quelqu'un, vous voyez cet exemple, c'est les enfoncer. Hein. Je lui déprimais pour commencer la paroi du ventre, je lui enfonçais la paroi du ventre. D'accord ? Donc vous avez ce sens concret qui est le sens de base, et puis un sens figuré, je passe sur le sens un peu vieilli, mais le sens figuré qui apparaît ici, abattre, décourager, rendre morose, triste, désespéré. Donc dans le lexique lui-même, hein, on a des mots, là en l'occurrence un verbe, qui a au départ un sens physique d'aller vers le bas, et qui prend ce sens moral
d'être désespéré, triste, etc. Alors, ces métaphores d'orientation, pour Lakoff et Johnson, elles ont toujours une sorte de fondement physique, hein, un fondement physique, c'est-à-dire une sorte de motivation dans l'expérience. Hein. Dans notre expérience de vie, nous avons tendance à associer le bonheur avec le haut, la tristesse avec le bas. Pourquoi? Donc parce que la position penchée est associée à la tristesse, la position droite à un état affectif positif. Alors, deuxième exemple, le conscient est en haut, l'inconscient est en bas. Alors, inconscient, il faut le comprendre au sens de non-conscient, hein, pas au sens de l'inconscient freudien. Bon, émerger, ça veut dire, hein, quand on passe de la non-conscience à la conscience, il est plongé dans un profond sommeil, il est sous hypnose, il est enfoncé dans le coma, donc on voit à chaque fois que lorsqu'il est question de perte de la conscience, on va vers le bas, hein, en direction du bas. Le fondement physique est ici simplement que la position l'expérience prototypique de la non-conscience qu'est le sommeil correspond pour les êtres humains à la position allongée, alors que le réveil correspond à la position droite. D'accord ? Donc, d'où l'idée qu'on associe le non-conscient au bas et le conscient au haut. De même, mais toutes ces métaphores, en fait, c'est la raison pour laquelle il parle de systèmes, de concepts, hein, elles ont une cohérence. Hein. La santé et la vie sont en haut, la maladie et la mort sont en bas. Alors, exemple, il est au sommet de sa forme, Lazare s'est relevé d'entre les morts, il s'est écroulé de fatigue, il est tombé malade, sa santé est déclinante, il est tombé raide mort. Alors je me souviens que l'année dernière, une étudiante avait posé la question ou un étudiant et alors elle est tombée enceinte. Est-ce que ça pose pas un problème? Alors oui, effectivement, c'est un cas qui marche pas trop dans ce système. Alors ici, le fondement physique, évidemment, c'est un peu le même genre de choses que le cas précédent. Hein. Lorsqu'on est malade, eh bien, en général, on est allongé. Hein, et puis, les morts gisent à terre, etc. Alors que quand on est en vie, on est debout, etc. Bon. Donc, vous voyez qu'il y a de toute évidence une cohérence entre ces trois exemples de métaphores. Et il y en a d'autres. Hein. Donc, quand je dis qu'il y a une cohérence, c'est tout simplement parce que ce que je veux dire par là, c'est que le haut est associé au bonheur, au conscient, à la santé, tandis que le bas est associé à la tristesse, à la non-conscience, ou à la maladie et à la mort. Hein. Donc il y a évidemment une sorte de lien entre chacun de ces couples. Et puis il y a d'autres exemples. Hein. Il y a la notion de contrainte ou de domination. Donc la contrainte, celui qui domine est en haut, celui qui est dominé est en bas. Hein. C'est pour cette raison qu'on a les classes supérieures, par exemple, hein, et les classes inférieures dans la sociologie, etc. Le haut est plus et le bas est moins. Hein. Bon, là aussi, il y a des fondements physiques. Je veux dire que, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même vraiment une métaphore. C'est tellement ancré, cette idée que la plus grande quantité, ça va vers le haut, et la petite quantité va vers le bas, qu'on oublie même que c'est une métaphore conceptuelle. Et cette métaphore conceptuelle, elle est fondée sur toutes sortes d'expériences très simples. C'est-à-dire que si, par exemple, vous versez de l'eau dans un récipient, dans un verre, mettons, s'il n'y a pas beaucoup d'eau, le niveau de l'eau est bas, et si vous mettez beaucoup d'eau, le niveau de l'eau monte. Donc, si vous voulez, notre système conceptuel, il traduit
des expériences communes de l'être humain. Alors ça, c'est beaucoup moins universel. Les événements futurs et prévisibles sont en haut et en avant pour Lakoff. Bon, je n'ai pas donné d'exemple. L'élite est en haut, la masse est en bas. Le bon est en haut, le mauvais est en bas. La vertu est en haut, le vice est en bas. Le rationnel est en haut, l'affectif est en bas. Donc, grosso modo, vous avez un axe haut-bas qui est un axe d'orientation. C'est pour ça qu'on parle de métaphore d'orientation. Cet axe, si vous voulez, il existe en tant que tel, non pas dans la nature, mais il existe pour nous en tant qu'être humain. C'est-à-dire, nous serions des êtres d'une autre sorte, enfin, je sais pas, des araignées, peut-être que pas l'axe vertical n'aurait pas une aussi grande importance. Bon, ou pour des animaux qui vivent dans l'eau, par exemple, bon, peut-être haut-bas pour un poisson. C'est peut-être pas tellement important. Alors que pour nous, oui, c'est extrêmement important. Donc, on a conceptualisé un grand nombre d'oppositions de valeurs, vie, mort, santé, maladie, bonheur, tristesse, etc., sur cet axe haut-bas. Bien. Alors, maintenant, ça peut être intéressant de regarder, comme je l'ai fait un petit peu tout à l'heure pour déprimer, comment ça se passe dans le lexique. Est-ce qu'on retrouve tout ça dans les dictionnaires? Alors, on peut regarder dans le trésor de la langue française comment est défini l'adjectif haut. Alors, je vous donne un résumé très synthétique des différents sens de haut pour le TLFI. Alors, vous avez d'abord en A, évidemment, le sens physique de haut. Dimension déterminée dans le sens vertical, de telle taille, de telle hauteur. Ensuite, vous avez un premier sens dans le temps, avec l'adjectif haut antéposé, qui est le plus éloigné de nous, le plus ancien, le plus reculé. La plus haute antiquité. La haute antiquité. Alors ça, évidemment, l'idée que le passé est vers le haut ne correspond pas du tout à ce qu'on a vu précédemment, puisque chez Lakoff, l'idée, c'est que c'est le futur qui est vers le haut. Bien, donc ça pose déjà un premier problème. D'ailleurs, je ne l'ai pas indiqué ici, mais j'aurais pu également vous indiquer l'article du TLFI pour l'adjectif bas. Mais les couples, en général, fonctionnent, c'est-à-dire, on va dire, la basse antiquité, c'est la plus récente. Oui. Je suis pas d'accord sur l'interprétation sémantique, parce que quand on dit, par exemple, la haute antiquité ou le haut Moyen-Âge, ce n'est pas le Moyen-Âge le plus éloigné. Le plus ancien. Non plus. On a une sorte d'avenue, c'est-à-dire qu'on a le Moyen-Âge précoce, on a le haut Moyen-Âge, et ensuite on a le Moyen-Âge tardif. Ce n'est pas pour autant que le haut Moyen-Âge est plus éloigné de nous que le Moyen-Âge précoce, au contraire. On a une sorte de courbe, si j'ose dire, avec un point culminant, après, voilà, de là... Ouais, alors ça, je ne sais pas, parce que là, c'est quand même la définition du TLFI. Bon, à vérifier, peut-être, mais en tout cas... Lorsqu'on parle du Haut Empire romain, par exemple, on l'oppose à l'Empire tardif, par exemple. Si on dit, par exemple, oui, d'accord, mais dans ce cas-là, le Haut Empire romain, il est plus ancien que l'Empire tardif. Mais pour le Haut Moyen-Âge, par exemple, le Moyen-Âge précoce... Ouais, mais vous faites, pour moi, le Moyen-Âge, ce que vous appelez le Moyen-Âge précoce, c'est le Haut Moyen-Âge, mais bon, je ne sais pas. Il y a peut-être des différences de terminologie selon les auteurs. Ouais, il est possible. Il est possible, d'après ce que vous dites, donc, vous pensez que cet emploi de haut n'est pas le plus éloigné, mais plus éloigné qu'autre chose. C'est relatif, quoi. C'est ça. Ouais. Bon, écoutez, ça, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait regarder de plus près, mais peut-être, je regarderai ça, je vous dirai ça au prochain cours. Alors, ensuite, on a, dans l'ordre de la perception, l'idée que ce qui est intense est haut en même temps. Alors, ça marche dans différents sous-domaines de la perception. Le domaine de l'ouïe,
Donc un son qui est haut, une note qui est haute, elle est aiguë. Hein. Donc là, c'est pas tout à fait intense, enfin au sens fort, c'est-à-dire au sens de l'intensité acoustique. Là, ce qui est élevé, c'est la fréquence en fait. Hein. C'est pas l'intensité exactement. Donc là, il y a une petite différence. C'est pour ça que j'ai précisé que ici, quand on, vous voyez, pour le domaine de l'ouïe, le TLFI donne deux sens aigus pour une note qui serait haute, bon, aigu, mais il donne également le sens de fort et éclatant, qui me semble quand même moins courant que aigu pour l'emploi de haut en parlant de son. Bon, donc quand même là il y a cette idée que perceptivement l'aigu est associé au haut. Ensuite, dans le domaine de la vue, là on retrouve la notion d'intensité, haut en couleur, qui signifie très coloré, au propre ou au figuré. Et puis dans le domaine du goût, bon, moins courant, mais de haut goût, c'est-à-dire très relevé. Bien. Et puis un quatrième sens assez général sur l'ensemble de ce qui concerne la perception. Donc l'idée que haut signifie grand, intense, comme dans haute pression, haute fréquence, haute tension, à haute dose. On ne dit pas en français à grande dose. Là c'est pas, encore une fois, comme je vous l'avais fait remarquer au cours dernier, les métaphores conceptuelles sont parfois obligatoires. On ne peut pas utiliser dans certaines expressions autre chose que ce qui est enregistré dans le lexique comme une métaphore conceptuelle. Bon, on a ensuite la notion de valeur qui est associée à l'axe au bas. Donc, oui, pardon, j'oubliais de vous signaler que là aussi ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'une note basse, ça va être une note grave. Hein. Donc l'axe au bas, en général, enfin je veux dire que cette métaphore conceptuelle là, elle fonctionne vraiment dans les deux sens. C'est pas seulement haut qui est associé à l'aigu, c'est l'axe au bas qui est associé à l'axe grave aigu. Bien, donc dans une échelle qualitative ou quantitative de valeur, le plus grand, le plus abondant, bon, par exemple, la plus haute distinction à très haut prix. Vous voyez, une haute distinction, c'est simplement l'idée là d'un système de valeurs. Hein, et grande valeur signifie haut. Dans le domaine abstrait, dans ce cas, l'adjectif est antéposé et on est plutôt dans l'ordre de la puissance de la hiérarchie. Donc, ça signifie dans ce cas-là qui occupe une position supérieure, un haut fonctionnaire. Alors là, en revanche, on n'a pas l'équivalent. Hein. On n'ose pas quand même dire un bas fonctionnaire pour les personnes qui ne sont pas des hauts fonctionnaires. On dit des fonctionnaires tout court et des hauts fonctionnaires. Mais il n'y a pas de bas fonctionnaires. Bon. Enfin, c'est quand même... Donc là, la symétrie, si vous voulez, est rompue, pour des raisons sociologiques qu'on comprend très bien. Hein. Mais ici, on retrouve quelque chose qu'on avait chez Lakoff, avec cette idée que la domination ou l'élite est en haut. Et enfin, on a encore deux cas. Dans le domaine de la hiérarchie des valeurs esthétiques ou intellectuelles, hein, la haute intelligence, des hautes capacités, une haute compétence. Alors là, en revanche, à la différence de, par exemple, à haute dose, la métaphore conceptuelle n'est pas impérative. Hein. On pourrait très bien dire une grande intelligence, de grandes capacités, de grandes compétences. Alors qu'on ne peut pas dire à grande dose. Hein. Il fait de la linguistique à haute dose, bon, on ne pourra pas dire à grande dose. Bien. Et donc, dernier exemple, non, alors il y avait encore un autre type d'exemple pour ce même sens des valeurs esthétiques ou intellectuelles, pour noble et supérieur en son genre, la haute poésie, la haute tragédie, haute critique, haute sagesse, haute perfection. Hein, quand un professeur écrit sur votre devoir de haute tenue, hein, c'est une expression qu'on emploie parfois, mais si ça vous arrive, vous pouvez vous réjouir. Et puis, dernier cas, donc dans le domaine de la hiérarchie des valeurs morales, élevé, noble, beau, exemple, une âme haute, la haute vertu. Voilà. Alors, si on compare maintenant
ce qu'on trouve dans le lexique, donc dans le dictionnaire, sous réserve de certaines inexactitudes ou de certaines imprécisions, je pense à la question de haut dans haute antiquité, si on compare avec ce que propose Lakoff, on a des choses en commun. Hein. Par exemple, l'idée que la valeur est en haut ou que la domination et l'élite est en haut, on le trouve à la fois dans le TLFI, donc dans le lexique français, et chez Lakoff et Johnson. En revanche, il y a des métaphores conceptuelles qu'on ne trouve pas chez Lakoff et Johnson et qu'on trouve dans le TLFI. Cette idée que le passé serait en haut, avec toutes les réserves qu'on peut éventuellement mettre là-dessus, on ne la trouve pas chez Lakoff et Johnson. Sans doute d'ailleurs, parce que comment on dirait en anglais la haute antiquité je sais pas, est-ce qu'on utilise high? Pas sûr. Hein. Quelqu'un saurait, non? Moi, je ne sais pas. Bon, on vérifiera également. Et puis, une chose intéressante aussi, c'est que l'association entre l'aigu et le haut, qui est là aussi quand même très courante, n'est pas repérée par Lakoff et Johnson au nombre des métaphores conceptuelles. Bon. Et enfin, il y a un certain nombre de métaphores conceptuelles qui apparaissent chez Lakoff et Johnson, mais qui ne sont pas dans le lexique, qui ne sont pas enregistrées dans le dictionnaire. Par exemple, l'idée que le bonheur est en haut, on ne l'a pas vue. Mais forcément, parce que là, ça n'est pas un sens du mot haut. Quand on dit, quand on justifie la métaphore conceptuelle, le bonheur est en haut, par, c'était quoi les exemples déjà? Le bonheur est en haut, voilà, je suis aux anges, je suis au 7e ciel, etc. Là, je n'ai pas le mot haut. Donc, il est normal que cette métaphore conceptuelle ne se retrouve pas dans le lexique à partir de l'entrée haut. Donc ça, on a la même chose pour les deux autres exemples, l'idée que la santé et la vie sont en haut, que le conscient est en haut, et versus l'inconscient est en bas, etc. On ne les trouve pas non plus dans le dictionnaire pour exactement les mêmes raisons. Donc là, cela pose un problème tout de même de méthode. Comment on fait pour repérer un ensemble de métaphores conceptuelles? Parce qu'au fond, dans une société donnée, on doit pouvoir faire un inventaire complet des métaphores conceptuelles concernant un domaine donné. Soit en partant, on doit pouvoir, sinon trouver l'ensemble des valeurs conceptuelles. On peut trouver, on peut décrire des ensembles de métaphores conceptuelles qui sont les plus courantes, les plus usitées dans une civilisation donnée. Mais comment on va les trouver? On ne va pas les trouver dans le lexique. Dans le lexique, on va trouver des indices à partir, en effet, d'adjectifs, par exemple, etc. Mais on n'aura pas la généralisation. Donc là, ça suppose d'observer des emplois, des corpus, de pister en quelque sorte les métaphores conceptuelles dans les discours. Et là, on va pouvoir dire, comment est conceptualisée la vie, l'amour, le travail, tout ce qui concerne la vie humaine, au fond. Bien, et on voit bien évidemment l'intérêt que pourrait avoir ce type d'étude exhaustive, qui n'est pas fait du tout, je vous le fais remarquer. La notion de métaphore conceptuelle est acceptée aujourd'hui par tout le monde, elle est utilisée plus ou moins par les chercheurs, mais l'idée d'explorer intégralement et exhaustivement des zones conceptuelles pour avoir une idée complète, au moins dans certaines parties de l'expérience humaine, etc. Je sais pas, moi, par exemple, on pourrait travailler sur les métaphores conceptuelles dans le champ de l'éducation, pour prendre un exemple, ou dans le champ de la médecine ou de la vie, la description de la vie, etc. Non, ça, on n'a pas d'études comme ça, et donc on n'a pas d'idée, on a cette idée
théorique, on dispose de ce concept de métaphore conceptuelle, mais on ne l'a pas utilisé encore pour faire des études complètes et pouvoir dire que, eh bien, quand on passe de telle culture à telle culture, on bascule les métaphores conceptuelles d'une façon ou d'une autre. Bien. Alors, deux remarques donc. La première, je viens de la faire, c'est l'idée que le lexique n'enregistre pas toutes les métaphores conceptuelles, donc ça pose un problème de méthode pour retrouver les métaphores conceptuelles, pour en trouver un ensemble, un grand ensemble. Et puis, par ailleurs, on remarque que Lakoff et Johnson laissent de côté les métaphores perceptives du type aigu-haut. Et ça pose un peu une question, parce que ce type d'exemple correspond typiquement à ce qu'on appelle les correspondances transmodales. Hein. Enfin, c'est la traduction en français de cross-modal correspondences. Donc, l'idée qu'on associe une sensorialité à une autre sensorialité, hein, c'est pour ceux d'entre vous qui suivent le séminaire et qui ont eu forcément à réfléchir sur la question du symbolisme phonétique, vous connaissez ça par cœur, le fait qu'une modalité sensorielle comme le son, comme l'ouïe, soit associée à quelque chose qui est de l'ordre de la vue, hein, puisque quand j'entends un son aigu, je l'associe à haut, et quand j'entends un son grave, je l'associe à bas. Alors, là aussi, on peut trouver toutes sortes de motivations. Hein. Par exemple, les animaux petits et qui volent font des sons aigus, et les gros animaux qui émettent des sons graves, ils volent, en général, ils ne volent pas. Hein, ils sont plutôt en bas. Les sons, il y a aussi, si vous voulez, dans le signal acoustique, l'idée qu'il y a une haute fréquence pour l'aigu, etc. Mais simplement, cette idée de correspondance transmodale, c'est une idée extrêmement importante dans la philosophie cognitive contemporaine, parce que c'est très stable d'une culture à l'autre. Hein. Ça, en l'occurrence, le fait que l'aigu soit associé au haut, c'est quelque chose de très très largement universel. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas de culture qui associerait l'aigu à l'avant ou à l'arrière ou au bas, etc. En général, l'opposition grave-aigu est immédiatement associée à un couple haut-bas. Et si vous généralisez cet exemple, en réalité, on retrouve une intuition qui était très explicite chez les phénoménologues, en particulier pour les phénoménologues français chez Merleau-Ponty, c'est cette idée que nos sens ne sont jamais isolés. Il n'y a pas de sensation pure. C'était ça la formule de Merleau-Ponty, il n'y a pas de sensation pure. Autrement dit, une sensation auditive est toujours en même temps une sensation un peu visuelle, peut-être même un peu tactile. Hein. Vous voyez l'usage qu'on peut faire des sons graves dans des contextes musicaux très contemporains, enfin, ou où le son vous touche presque. Hein. Des sons très graves avec de grosses enceintes, il y a un aspect tactile quasiment. Donc un son est en même temps visuel, tactile, et quoi encore, j'oublie avec l'odorat c'est peut-être un peu compliqué. J'oublie un sens là. Peu importe. Donc, en gros, vous avez des associations comme ça d'un sens, d'une sensorialité avec toutes sortes d'autres sensorialités de la vie humaine qui sont associées. Nos sens, dans notre expérience quotidienne, ne sont pas dissociés les uns des autres. On n'a pas juste une sensation purement auditive, on a une sensation auditive qui se colore, qui est en même temps une sensation visuelle ou autre, etc. Et ça a des conséquences en linguistique sur la question du symbolisme phonétique, parce que ça veut dire que les sons peuvent véhiculer autre chose que de l'information sonore, mais de l'information visuelle, sémantique, etc. etc. Voilà, alors je termine donc avec cette conclusion de Lakoff et Johnson sur les métaphores d'orientation.
Donc, une première citation, la plupart de nos concepts fondamentaux sont organisés en fonction d'une ou plusieurs métaphores d'orientation spatiale. Là, j'ai juste pris l'exemple haut, bas, mais il y en a d'autres, hein, devant, derrière, pour le passé et l'avenir. Il y a une systématicité interne à chaque métaphore spatiale. On l'a vu, hein, c'est toujours... on a le bonheur, la joie, la vie qui sont toujours en haut. Hein, et puis la tristesse, la mort, etc., qui sont en bas. On n'a pas, enfin, je veux dire, il y a une véritable systématicité, hein, une sorte de cohérence, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est plutôt pour la systématicité externe globale des métaphores. Et puis, il y a aussi donc cette systématicité interne. Nos métaphores sont enracinées dans notre expérience culturelle et physique. C'est la notion d'embodiment ou d'incarnation. Elles ne sont pas arbitraires. C'est-à-dire que le fait qu'on associe on pourrait dire, bah oui, voilà, d'une culture, d'une manière totalement arbitraire, à associer la vie au haut et la mort au bas. Donc on pourrait dire que c'est purement arbitraire. C'est dans le langage, c'est bon, voilà, c'est comme ça. On pourrait dire complètement autrement dans une autre culture. Ben non, là l'idée, c'est qu'il y a une véritable motivation. Hein. Il y a une raison pour laquelle on met toujours ce qui est heureux, vivant, etc. en haut, et ce qui est mort, déprimé, triste, etc. en bas. Et donc, ce caractère motivé des métaphores vient des fondements physiques, voire sociaux, des métaphores conceptuelles. Alors là, c'est un autre exemple avec l'idée que le bonheur pourrait être associé au large, en raison du sourire. Hein. Quand on est heureux, on sourit, donc on élargit sa bouche un peu. Et c'est vrai qu'il y a en tout cas dans les cultures chrétiennes, un lien entre la joie et la dilatation. Hein. Il y a d'ailleurs un auteur intéressant qui a écrit un livre sur ce sujet. Bref, mais en réalité, la métaphore dominante, ça n'est pas que le bonheur c'est grand, hein, c'est large, c'est plutôt que le bonheur c'est en haut. Ensuite, une dernière remarque sur les concepts dits intellectuels ou scientifiques. Ces concepts scientifiques sont souvent eux-mêmes fondés sur des métaphores conceptuelles. Et l'idée de Lakoff, c'est qu'on s'intéressera plus facilement à une théorie scientifique si ces métaphores correspondent à notre expérience. Alors quand on dit par exemple des particules à haute énergie, évidemment haut ici est employé d'une manière métaphorique. Bien, alors écoutez, on va arrêter ici puisque c'est l'heure. Donc je vous rappelle, la semaine prochaine c'est une semaine de suspension de cours, donc on se revoit dans 15 jours. Voilà, merci de votre attention et donc à dans 15 jours.